Survivre à l'emprise. Je pensais avoir retrouvé l'homme de ma vie, celui avec qui je bâtirais un avenir serein et épanoui. Mais derrière ses sourires et ses attentions se cachait une réalité bien plus effrayante. Peu à peu, j'ai découvert un homme contrôlant, jaloux, capable des pires manipulations. Quand j'ai tenté de reprendre ma liberté, ces menaces m'ont piégé dans une prison invisible, me forçant à trouver des moyens inattendus pour m'en échapper. Aujourd'hui, je partage mon histoire, celle d'un mariage toxique et du chemin sinueux que j'ai dû emprunter pour briser les chaînes de son emprise. Je m'appelle Suzanne et à 19 ans, j'ai rencontré un jeune homme dont je suis tombée éperdument amoureuse. À cet âge, j'étais encore naïve, pleine d'espoir et sans vraiment réfléchir, j'ai abandonné mes études pour l'épouser malgré les avertissements de mes parents. Aveuglée par mes sentiments, je croyais que l'amour suffirait à tout. Mais 2 ans plus tard, notre mariage s'est effondré et j'ai dû retourner chez mes parents, le cœur lourd et brisé par la prise de conscience de mon erreur. Depuis, je me suis juré de ne plus me précipiter aveuglément dans une relation et cette fois de prendre le temps de trouver mon véritable amour, celui qui serait mon âme sœur. 3 ans après mon divorce, j'ai fait la rencontre de Quentin, un homme que des amis m'avaient présenté. Il avait 32 ans, déjà divorcé 2 fois et père de 2 enfants qui vivaient avec son ex-femme. Étant moi-même une jeune femme divorcée, j'avais souvent rencontré des réticences chez certains hommes à l'idée de me fréquenter. Mes amies, elles, pensaient que Quentin et moi pourrions nous comprendre. Grand, séduisant, avec 7 ans de plus que moi, son âge ne me gênait pas vraiment, mais j'éprouvais une certaine appréhension. Comment pouvait-on à seulement 32 ans déjà avoir divorcé 2 fois? Quand je lui ai posé la question, il m'a répondu le regard triste. Sa première femme s'était lassée de lui, pensant qu'il ne savait pas l'aimer comme elle le souhaitait, tandis que la deuxième l'avait trompé et quitté pour un autre homme. Tu sais, je les aimais sincèrement, ces 2 femmes. Elles étaient mes trésors. Je préférais qu'elles restent à la maison. Je voulais qu'elles se reposent pendant que je travaillais dur pour leur offrir tout ce qu'elles désiraient. Mais elles m'ont quitté. Je ne comprends toujours pas. Il semblait profondément blessé, et je ressentais une forme de compassion pour lui. Il m'a ensuite demandé pourquoi j'avais divorcé, et je lui ai expliqué que mon ex-mari et moi ne cessions de nous disputer au point que la séparation était devenue inévitable. Il m'a regardé, ses yeux empreints de tendresse, et il m'a dit « Je sais comment aimer une femme. Si tu cherches vraiment l'amour, jamais tu ne verseras de larmes. » J'ai ri, ne sachant trop quoi penser, mais il paraissait sérieux, insistant sur le fait que je lui plaisais vraiment, et qu'il parlait avec sincérité. Je n'étais pas encore sous son charme, mais je n'avais pas, pour habitude, de repousser quelqu'un d'aussi persévérant. Je lui ai donc proposé que nous apprenions à mieux nous connaître avant de décider quoi que ce soit. À partir de là, Quentin m'appelait chaque soir pour discuter. Le week-end, il venait me chercher pour des balades, et parfois, il restait dîner chez moi. Il n'arrivait jamais les mains vides, toujours un bouquet pour moi et des cadeaux pour mes parents. Il se proposait même d'aider mon père dans ses bricolages. Mes parents semblaient beaucoup l'apprécier. Un soir, ma mère m'a dit « Suzanne, Quentin est un homme bien. Il a le sens de la famille. Il est attentionné, galant, avec un bon travail et une vie stable. C'est rare de rencontrer quelqu'un comme lui. Si jamais il te demande ta main, tu devrais accepter. » Je lui ai répondu « Maman, c'est vrai que Quentin a l'air parfait, mais il y a quelque chose en lui qui me dérange. Je n'arrive pas à identifier quoi, mais cette impression me bloque. » Ma mère, tentant de me rassurer, a ajouté « Ne réfléchis pas trop, tu pourrais passer à côté d'une belle chance. Ton père et moi vieillissons, tu es notre cadette, et nous aimerions te voir heureuse, mariée, avec des enfants. » Un jour, Quentin a parlé à mes parents de son désir de m'épouser. Il leur a confié « J'aime sincèrement Suzanne, mais elle semble encore douter de moi. J'aimerais l'épouser, et j'ai besoin de votre aide pour la convaincre. Je vous promets de la rendre heureuse, qu'elle ne versera jamais de larmes avec moi. » Encouragée, jour après jour par mes parents, j'ai fini par dire oui, pensant que peut-être Quentin était vraiment celui que j'attendais. Nous nous sommes alors mariés. Peu après notre mariage, Quentin m'a proposé de déménager pour nous rapprocher de sa famille. Il avait déjà entamé les démarches pour sa mutation, sans même m'en parler.
Cette nouvelle m'a bouleversée. Je lui ai dit « Quentin, tu aurais dû me consulter avant. Tu sais à quel point je suis proche de ma famille. L'idée de ne plus pouvoir rendre visite à mes parents aussi souvent me brise le cœur. » Malgré mon désaccord, il a insisté, cherchant à me convaincre que ce serait mieux pour nous, pour notre avenir. Après de longues discussions, où il a su trouver les mots pour apaiser mes craintes, j'ai fini par céder, même si au fond de moi, un sentiment d'angoisse persistait. Nous avons donc empaqueté nos vies, laissant derrière nous mes repères et mes parents, pour nous installer à plus de 3 heures de route de ma famille. Nous avons emménagé dans une maison en location, et une fois nos affaires installées, j'ai immédiatement commencé à chercher du travail, pour contribuer à notre foyer. Je rédigeais mes CV quand Quentin, en les voyant, m'a dit d'un ton ferme. « Suzanne, je préfère que tu ne travailles pas. Je travaille largement assez pour nous deux. Tout ce que je souhaite, c'est que tu restes à la maison et que tu m'accueilles chaque soir avec un sourire et que tu me prépares de bons petits plats. » Ces mots m'ont frappé. Ce rôle de femme au foyer ne correspondait pas à la personne que j'étais. Je lui ai répondu avec une pointe d'inquiétude. « Mais Quentin, j'ai envie de travailler, de t'aider. Rester seule à la maison ne me plaît pas. J'ai besoin de voir du monde, de me sentir utile. » Mais son visage s'est brusquement assombri. Il m'a regardé avec une froideur qui m'a glacée et a rétorqué. « Suzanne, beaucoup de femmes rêveraient de ne pas avoir à travailler. Et moi, je suis très jaloux. Je ne supporterai pas que tu côtoies d'autres hommes au travail. » Je sentais une tension grandissante et pour éviter une confrontation, j'ai décidé de céder, du moins pour l'instant. Je me suis dit que je ferais ce qu'il souhaitait, tout en espérant qu'avec le temps, je pourrais peu à peu le convaincre de me laisser reprendre une activité professionnelle. Je passais alors mes journées seule à la maison, essayant de m'occuper comme je pouvais. Ce que je ne savais pas, c'est que Quentin avait installé en secret des caméras partout dans la maison. Un jour, alors que je cuisinais, j'avais laissé le haut-parleur activé pendant que je discutais avec une amie. Elle me parlait de nos sorties nocturnes qui lui manquaient, évoquant même une soirée où j'avais un peu trop bu et qu'un homme s'était collé à moi toute la nuit. Elle me demandait aussi comment se passait ma nouvelle vie de mariée avec Quentin. Comme elle était une amie proche, je me suis confiée à elle. Je lui ai avoué que Quentin était vieux jeu, qu'il m'interdisait de travailler, ce qui me rendait malheureuse. Je n'étais pas ce genre de femme, et si j'avais su qu'il était ainsi, je n'aurais peut-être jamais accepté ce mariage. J'ai même exprimé un regret en disant que si mes parents ne m'avaient pas poussée à l'épouser, je ne serais sans doute pas dans cette situation. Elle a essayé de me réconforter, me conseillant de ne pas regretter et de faire en sorte que mon mariage fonctionne. Le soir, j'entends la voiture de Quentin se garer. Comme chaque jour, je vais à la porte pour l'accueillir, sourire aux lèvres. « Chérie, tu es rentrée? Comment s'est passée ta journée ?» Mais au lieu de son sourire habituel, il me lance un regard glacial. « Ne me parle pas, pousse-toi de là. » Je suis restée figée, abasourdie par sa réaction. Jamais il n'avait réagi ainsi. Je lui demande doucement, presque timidement. « Pourquoi tu me cries dessus? Tu as eu une mauvaise journée ?» Son regard brûlant de colère, il me crie. « Tu n'es qu'une traînée. Tu n'as pas assez profité de ta vie de débauche. » Ces paroles m'ont frappée comme une gifle. Choquée, je tente de comprendre. « Quentin, je ne suis pas une traînée. Pourquoi tu me parles ainsi ?» Mais il me fusille du regard, ses mots remplis de haine. « Dis-moi, avant moi, avec combien d'hommes as-tu couché ?» Je lui ai répondu, la voix tremblante, qu'il n'y avait eu que mon ex-mari et lui. Il m'a alors rétorqué d'un ton menaçant. « Je te préviens, je ne te l'avais jamais dit, mais j'ai des dons. Je suis capable d'entendre tout ce que tu dis, même quand je ne suis pas là. Des esprits m'accompagnent et me rapportent tout. » Un frisson glacial m'a parcouru. Était-il sérieux? Tremblante, je lui ai demandé. « Tu prétends m'avoir entendu? Alors qu'as-tu entendu ?» Il m'a lancé un regard perçant. « Tu ne me crois pas? Cet après-midi, tu parlais avec une de tes amies. Vous avez évoqué vos sorties, les hommes que vous avez rencontrés. Tu veux vraiment que je te détaille tout ce que vous avez dit ?» Le cœur battant, j'ai tenté de nier, mais il a continué, récitant chaque mot de notre conversation. J'étais stupéfaite. Comment pouvait-il savoir tout cela? Un sentiment de peur profonde a commencé à m'envahir. Était-il vraiment humain? Je n'avais jamais entendu parler de dons aussi effrayants. Terrorisée, je n'ai plus osé protester. Je me suis simplement excusée, la voix tremblante, et j'ai murmuré. « Alors,
Tu dois tout savoir de moi ?» Il m'a répondu calmement, mais avec une menace sous-jacente. « Évidemment. Alors fais attention à tout ce que tu dis ou fais. Tu es ma troisième femme, et si je découvre d'autres choses, je te ferai payer. Tu ne sortirais pas vivante. » À ces mots, j'ai senti mes jambes flancher. Tremblante de peur, je n'ai cessé de m'excuser, promettant de faire attention à l'avenir. Soudain, son sourire est réapparu, comme si rien ne s'était passé. Il m'a pris dans ses bras, avec une douceur déconcertante, et d'une voix calme, il s'est excusé. « Ma chérie, je suis désolée de t'avoir effrayée. Tu sais que je t'aime, et que jamais je ne pourrai te faire du mal. » Ce revirement brusque m'a glacé. Comment pouvait-il passer d'une rage si violente à une tendresse apparente en un instant? Son comportement imprévisible m'effrayait profondément, et je ne savais plus qui il était réellement. Un sentiment d'angoisse m'envahit, et une pensée s'est imposée à moi. Je ne devais plus jamais provoquer sa colère. Il était trop dangereux. Je ne savais pas de quoi il serait capable si un jour je franchissais de nouveau la ligne. Dès ce soir-là, terrifiée, je me suis retrouvée prisonnière de mes propres pensées. Chaque soir, Quentin rentrait en me détaillant précisément ce que j'avais fait de ma journée. J'avais tellement peur de lui que je me surveillais constamment, chaque geste, chaque parole, jusqu'à mes pensées les plus intimes. Je craignais qu'il puisse même les deviner. Un jour, alors que je travaillais dans le jardin, mon ami m'a appelé de nouveau. Mon cœur s'est emballé et je n'osais pas répondre, pétrifiée à l'idée que Quentin découvre encore notre conversation. Après un instant, elle m'a envoyé un message, curieuse de savoir pourquoi je ne répondais pas, en me disant qu'elle avait des nouvelles intéressantes à me partager. C'est alors que j'ai eu une pensée. S'il pouvait entendre mes paroles, peut-être qu'il ne saurait pas ce que j'écris. Tremblante, j'ai échangé des messages avec elle, puis j'ai effacé chaque trace de notre conversation, en espérant que cela resterait hors de sa portée. Mais la peur ne me quittait pas. Quand Quentin est rentré ce soir-là, j'étais terrifiée, m'attendant au pire. Pourtant, à ma grande surprise, il arborait un large sourire et m'a enlacée tendrement, comme si de rien n'était. Il ne semblait pas avoir la moindre idée de mes échanges secrets avec mon ami. Cette étrange réaction m'a poussée à réfléchir. Comment se faisait-il qu'il sache tout quand j'étais à l'intérieur de la maison, mais semblait aveugle à ce qui se passait dehors? Je ne pouvais plus continuer ainsi, enfermée dans cette cage invisible. Il fallait que je comprenne la nature de son prétendu don pour retrouver une forme de liberté. Le lendemain, en rangeant la chambre, j'ai décidé de tester quelque chose. J'ai sorti plusieurs robes et je les ai essayées une à une, attentivement. Et comme je le redoutais, ce soir-là, à son retour, il m'a demandé avec un air presque amusé pourquoi je n'avais pas choisi telle ou telle robe. Il savait que je les avais essayées. J'étais stupéfaite, terrifiée. Il me contrôlait jusque dans les détails les plus insignifiants de ma vie. Chaque jour, je sentais de plus en plus l'étau se resserrer autour de moi. Je ne pouvais plus respirer, je n'étais plus libre. Je devais fuir avant qu'il ne détruise complètement ce qu'il restait de moi. Un jour, à bout de nerfs, après que Quentin soit parti au travail, j'ai pris une décision impulsive. J'ai attrapé les clés de ma voiture, le cœur battant, et j'ai conduit pendant plus de 3 heures jusqu'à chez mes parents. Ils étaient stupéfaits de me voir débarquer ainsi, sans prévenir. Ce jour-là, mon frère aîné était là, venu rendre visite à nos parents. Assise dans le salon, les mains tremblantes, je leur ai avoué que je ne voulais plus vivre avec Quentin. Je leur ai raconté tout ce qu'il m'avait dit sur ses prétendus dons et comment il savait toujours ce que je faisais. J'étais terrifiée, je vivais dans la peur constante. Mon frère a alors éclaté de rire, ce qui m'a d'abord déconcertée. Puis il m'a dit, avec un sourire moqueur: « Ma sœur, tu es vraiment trop naïve. Tu as vérifié si Quentin n'a pas installé des caméras de surveillance chez vous? C'est sûrement la seule explication. » Son commentaire m'a laissé perplexe. Je n'y avais même pas pensé. Pour moi, des caméras étaient des appareils visibles et je n'en avais jamais vu chez nous. Mais mon frère, toujours plus pragmatique, m'a expliqué que de nos jours, il existait des caméras miniatures, faciles à dissimuler, capables de transmettre en direct sur son téléphone tout ce qu'elle capte. Selon lui, c'était sûrement ainsi que Quentin savait tout ce que je faisais, pas grâce à un don surnaturel. Je me suis sentie bouleversée. Il avait peut-être raison, mais il fallait que j'en sois sûre. Mon cœur s'emballait, rien qu'à l'idée de découvrir la vérité. Je ne pouvais pas rester dans l'incertitude. Il fallait
que je retourne à la maison pour vérifier moi-même. Alors, après avoir pris une profonde aspiration, je repris la route, anxieuse, mais déterminée à faire face à cette nouvelle réalité. Lorsque je suis arrivée à la maison, mon cœur s'est figé en voyant Quentin déjà là, assis tranquillement sur le canapé, me fixant sans un mot. Une tension palpable régnait dans l'air. Je m'approchai de lui, mais quelque chose me glaça le sang. Dans sa main, il tenait un couteau. Soudain, il se leva brusquement, brandissant l'arme dans ma direction, et hurla. « Où étais-tu? Pourquoi tu ne répondais pas au téléphone? Tu t'es trouvé un amant, c'est ça ?» Je tremblais de tous mes membres, tentant de garder mon calme. « Chérie, je suis juste sortie prendre un peu l'air. » Il me regarda d'un air accusateur et demanda avec une rage croissante. « Depuis quand es-tu partie ?» Je savais que je devais être prudente avec mes mots. Hésitante, je lui dis que j'étais sortie en milieu d'après-midi. Mais cela ne fit qu'empirer la situation. Il explosa de colère. « Ne te fous pas de moi. Je sais très bien que tu es partie depuis ce matin. Tu as passé toute la journée dehors. » Mon esprit paniquait, mais il fallait que je reste calme, que je temporise. J'avais besoin de découvrir la vérité sur ces caméras. Alors, je lui répondis doucement. « Je suis désolée, chérie. C'est juste que je me sens enfermée ici et, à rester à la maison tout le temps, j'ai eu besoin de sortir, faire un peu de shopping. Je te promets, la prochaine fois, je te préviendrai. » À ma grande surprise, il se calma. Lentement, il alla ranger le couteau, mais alors qu'il revenait vers moi, son regard était plus sombre que jamais. Il murmura, la voix remplie de menaces. « Je te préviens, si jamais tu oses me quitter, je ne tuerai pas seulement toi, mais toute ta famille. Je sais où habitent tes parents, ton frère, ta sœur, et même tes cousins. Je les tuerai tous. » Mon corps se mit à trembler de peur incontrôlable. Chaque mot qu'il prononçait résonnait comme une condamnation, et il n'en avait pas fini. « Ne va surtout pas répéter ce que je viens de dire à qui que ce soit, parce que je le saurai, et tu mourras. » Terrifiée, je n'ai pu que bafouiller des excuses, promettant de ne rien dire, tout en me sentant de plus en plus piégée dans ce cauchemar. Le lendemain, après son départ, j'étais déterminée. J'ai fermé tous les volets, tiré les rideaux et plongé la maison dans une obscurité oppressante. Munie d'une lampe torche, je me suis mise à fouiller chaque pièce, mon cœur battant à tout rompre. Je devais savoir. Après une longue recherche minutieuse, j'ai finalement découvert les fameuses caméras miniatures habilement dissimulées dans chaque recoin de notre maison. Mon souffle s'est coupé. La réalité de cette surveillance constante m'a frappé de plein fouet. Le soir, Quentin est rentré comme à son habitude, sans un mot, mais je sentais une tension latente. Plus tard, une fois au lit, il a soudainement changé. Sans prévenir, ses mains ont enserré mon cou avec une violence sourde, et sa voix glaciale a brisé le silence. « Pourquoi as-tu touché à mes caméras ?» Je suffoquais, l'air me manquait. Dans un murmure désespéré, je lui ai rétorqué. « Pourquoi m'as-tu menti en me parlant de dons, alors que tu avais juste installé des caméras? Si tu m'aimais vraiment, tu ne m'aurais jamais fait ça. Tu ne m'aurais pas piégé de cette manière. » À ces mots, il a desserré son emprise, et je me suis effondrée haletante. Avec un sourire froid, il m'a simplement répondu. « Une femme aussi belle que toi, il faut bien que je te surveille. » Le lendemain, sachant qu'il continuait à me surveiller, j'ai passé la journée dans le jardin, l'angoisse me nouant le ventre. Quentin me terrifiait. À mes yeux, il n'était plus qu'un grand malade possessif, capable de tout pour garder le contrôle. Ces menaces résonnaient dans ma tête. Je devais trouver un moyen de m'en sortir. Mais comment? Si je ne pouvais pas le quitter sans risquer ma vie, peut-être fallait-il que je trouve un moyen pour que ce soit lui qui me rejette, qu'il ne veuille plus de moi. Soudain, une idée folle m'est venue en tête. Puisqu'il avait placé des caméras partout pour me surveiller, pourquoi ne pas retourner la situation à mon avantage? Je pourrais jouer le rôle d'une femme qui perd des pieds, faire semblant d'être devenue folle. Peut-être qu'il finirait par me rejeter et à ne plus vouloir de moi. C'est ainsi qu'un jour, seule à la maison, j'ai commencé à hurler sans raison, à simuler des disputes avec quelqu'un d'invisible. Parfois, je me tirais violemment les cheveux. D'autres fois, je faisais semblant de partager un repas avec un invité imaginaire. Et puis, il y avait ces moments où je me déshabillais complètement, dansant, nue, comme une possédée, riant et chantant dans le vide. Chaque soir, lorsqu'il rentrait, il ne disait rien au début, mais après 2 semaines de ce spectacle insensé,
il a fini par exploser. Suzanne, mais tu es devenue complètement folle ou quoi? Je te vois te promener nue, hurler, t'agiter comme une folle. Qu'est-ce qui te prend? Faisant semblant de ne rien comprendre, je lui ai répondu avec un air innocent. De quoi tu parles, chérie? Je ne me souviens pas avoir fait de telles choses. Son visage se crispait d'inquiétude. Il répétait, plus agité. Mais si, tous les jours je t'observe, tu agis comme une folle. Décidé à pousser la comédie plus loin, je l'ai fixé d'un regard étrange, feignant la confusion. Mais qui es-tu? Dis-moi qui tu es. Son visage se décomposait. L'angoisse s'installait dans ses yeux. Suzanne, mais qu'est-ce qui t'arrive? Cria-t-il paniqué. Soudain, me calmant, lui offrant un sourire énigmatique. Chérie, pourquoi tu me cries dessus? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai vu son trouble grandir, et pour la première fois, j'ai senti que j'avais peut-être trouvé une faille dans son contrôle. Je m'amusais de plus en plus à jouer ce rôle de double personnalité, et je voyais clairement la peur grandir en lui. Même la nuit, je faisais semblant de parler dans mon sommeil, et il n'osait plus me toucher. Après 1 mois de ce petit manège, je l'ai vu craquer. Il a fini par appeler mes parents, leur racontant affolé que je semblais sombrer dans la folie. Il leur décrit mes comportements étranges, leur avouant même qu'il envisageait de divorcer si la situation ne s'améliorait pas. Je l'écoutais en cachette, un sourire moqueur sur les lèvres. Je jubilais intérieurement. Plus je voyais son angoisse, plus je m'investissais dans ce rôle. Je jouais la femme possédée, murmurant des insultes et simulant des crises de démence. Quentin était tellement terrifié qu'il avait fini par dormir dans une autre chambre. Et bientôt, il ne rentrait même plus à la maison. Après 2 jours, sans nouvelles de lui, je m'inquiétais à peine. J'ai appelé sa famille pour savoir où il se trouvait, et c'est là que j'ai appris qu'il était parti se réfugier chez eux, trop effrayé par mon comportement. Il leur avait tout raconté, et même sa famille avait peur de moi. Son grand frère m'a alors appelé, et d'une voix grave, il m'a dit « Écoute, belle-sœur, Quentin ne veut plus vivre avec toi. Il pense que tu es devenue folle, et il a peur que tu finisses par lui faire du mal. Il veut divorcer. Tu dois comprendre que tu as besoin d'aide. Il faut que tu te fasses soigner. Si tu veux, on peut faire appel à des médecins pour t'aider. » Je riais intérieurement, mais je continuais mon jeu, répondant de façon incohérente pour entretenir le malaise. Finalement, il m'a raccroché au nez. Enfin, j'étais proche de la liberté. Quentin voulait divorcer, et c'était exactement ce que je souhaitais. J'ai alors pris mon téléphone pour leur annoncer que notre mariage touchait à sa fin. Quand je suis retournée chez mes parents, ils étaient convaincus que j'avais vraiment perdu la tête et envisageaient sérieusement de m'emmener voir un spécialiste. C'est là que je leur ai tout avoué, leur expliquant que cette mise en scène était ma seule échappatoire. Ils étaient choqués, me réprimandant, me disant que j'aurais simplement pu appeler la police au lieu de jouer toute cette comédie. Mais je leur ai expliqué que je ne pouvais pas prendre ce risque. Ils ne connaissaient pas Quentin comme moi. Je savais, en voyant la lueur dangereuse dans ses yeux, qu'il était capable de mettre à exécution ses menaces. Quelques mois après notre divorce, j'ai appris que Quentin s'était déjà installé avec une nouvelle femme. En entendant cela, une vague d'inquiétude m'a traversée. Je me demandais si elle vivait le même cauchemar que moi, piégée dans ses manipulations. Mais malgré cette inquiétude, je ressentais surtout un immense soulagement. J'étais enfin libérée de son emprise, hors de cette histoire toxique qui m'avait tant détruite. Aujourd'hui, je suis toujours célibataire, marquée par cette expérience qui m'a appris à être méfiante, mais aussi à me connaître. La période où j'ai vécu avec Quentin est une cicatrice profonde, un rappel constant de ce que j'ai traversé. Pourtant, c'est en trouvant la force de jouer ce rôle insensé que j'ai pu briser ses chaînes et m'échapper. Si cette histoire m'a appris une chose, c'est que parfois, pour se sauver, il faut faire preuve de créativité et de courage. À toutes celles qui vivent un calvaire similaire, souvenez-vous que personne ne mérite de subir cela. Ne restez jamais prisonnière de la peur. Il y a toujours une solution, aussi folle ou improbable soit-elle, pour retrouver votre liberté et reprendre le contrôle de votre vie.